Bonjour à Hervé Fischer, artiste et philosophe. Je suis heureux aujourd'hui de rencontrer et de vous faire rencontrer Hervé Fischer. Je te remercie vivement pour cet entretien que nous allons consacrer à une réflexion sur l'hyperhumanisme. Hervé Fischer est d'ailleurs l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment L'âge hyperhumaniste pour une éthique planétaire paru aux éditions de l'Aube. On peut peut-être commencer par une présentation. J'aime citer à ce propos un passage du premier chapitre, Les chocs du réel de ton livre, L'âge hyperhumaniste. Dans les sous-chapitres, près d'une seule main que j'écris, moi, je lis. Je suis né à Paris en 1941 sous l'occupation nazie. Pas nécessairement une bonne idée. Je n'avais pas rêvé d'être un trans ou post-humain et n'en avais d'ailleurs encore jamais rencontré. Donc je te demande, qui êtes-vous? Nous sommes aujourd'hui en compagnie et nous allons rencontrer un hyperhumaniste. Un hyperhumaniste, c'est une espèce de mammifère développé, peut-être à un point particulièrement privilégié du développement de la nature, mais un hyperhumaniste, c'est peut-être quelqu'un qui essaye de développer, au-delà de son animalité de mammifère, une transcendance humaine qui est de l'ordre d'au-delà de ce que la nature a programmé, c'est-à-dire qu'il me semble que l'être humain, aussi mammifère animal qu'il soit, particulièrement prédateur ou créateur, est capable de dépasser cette animalité dans sa conscience, par exemple en inventant l'éthique qui n'est pas dans la nature. Darwin l'a bien dit, c'est la loi de la jungle, la nature. L'éthique est une invention humaine, une divergence par rapport à notre animalité de mammifère intelligent. Et peut-être que l'hyperhumanisme est un niveau complémentaire de cette notion d'éthique que nous élargissons à tous les autres mammifères humains de la planète. Dès les premiers regards, on est interpellé par la couverture de ton ouvrage. Nous allons trouver dans la couverture une illustration, hyperhumanisme, qui a été exposée avec d'autres de tes œuvres au Centre Pompidou en 2017, une exposition dédiée à ton travail et engagement d'artiste intitulée Hervé Fischer et l'art sociologique. Hyperhumanisme est l'un des concepts avec celui d'éthique planétaire et conscience augmentée sur lesquels est fondée ta pensée philosophique. Je vais reprendre la phrase que l'on trouve en quatrième de couverture. Je cite, « Penser et construire l'humanisme des temps futurs ». Ce livre est né de cette urgence de concevoir une alternative civilisatrice à un humanisme traditionnel, ou que ce soit aujourd'hui un trans ou post-humanisme. Ainsi, je pose deux questions. Première question, comment cette urgence nous sollicite vis-à-vis de notre futur, à partir de notre engagement humain et social? Et deuxième question, si c'est à partir de cette même urgence que tu définis les concepts d'hyperhumanisme, comment ces concepts se définissent-ils précisément? Oui, ce sont deux grosses questions et merci pour ton excellent français, parce que mon italien, pour te répondre, me mettrait dans l'embarras. Même si je fais des gros efforts actuellement, malgré mon âge avancé, pour apprendre l'italien et que je suis très séduit par cette langue.
Alors donc, merci pour ton français et je vais essayer de répondre à tes deux questions. Le premier point qui est de l'ordre de l'urgence, c'est que nous avons vécu des catastrophes humaines extrêmes, impensables au XXe siècle et que nous avons là, à ce moment, pris conscience de la fragilité de notre humanisme traditionnel. Notre humanisme traditionnel, c'est celui de Confucius, c'est celui des philosophes grecs, c'est celui de Kant, qui suggère, j'ai oublié de citer en passant un grand prophète, le Christ, aimez-vous les uns les autres, il ne faut pas l'oublier, et puis Kant, le philosophe allemand, avant le nazisme, que tu évoquais par rapport à ma naissance à Paris, qui est aussi cette même idée qu'il faut respecter les autres comme soi-même. Bon. Cet humanisme-là a été donc très marqué par le christianisme. Il est devenu l'humanisme des gens, des bourgeois, de la bourgeoisie, qui en a trouvé, qui a trouvé comme ça son supplément d'âme en faisant la charité aux pauvres, en sortant de la messe le dimanche matin, et qui se sont donné bonne conscience avec beaucoup de littérature. Mais il y a un autre humanisme qui a été tenté, qui pour moi demeure très important, c'est l'humanisme paradoxalement de la Révolution française et de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des droits fondamentaux de l'homme. Cette déclaration universelle est une déclaration laïque. Ce n'est pas une déclaration, on va dire, philosophique d'un philosophe, c'est une déclaration politique. Bon. Et c'est une déclaration qui est universelle, c'est-à-dire qui concerne toute la planète. Cette déclaration a été répétée de nombreuses fois au cours de l'histoire. Elle a été invoquée à de nombreuses reprises, mais plus on la répétait, moins on la respectait. Nous l'avons vu au XXe siècle. Par rapport à cet universalisme, disons, révolutionnaire, parce qu'il était révolutionnaire, donc il était vraiment à contrario des bonnes pensées aristocratiques, chrétiennes, bourgeoises des siècles précédents. Nous sommes arrivés à un moment où il y a une nouvelle divergence qui n'est pas seulement d'inventer l'éthique par rapport à notre état de mammifère naturel, qui est l'arrivée, l'émergence du numérique. Et il faut donc réinventer un humanisme pour notre époque qui ne soit pas simplement de répéter une fois de plus les vœux pieux de l'humanisme traditionnel bourgeois et chrétien, qui a été décrédibilisé par la barbarie humaine du XXe siècle et encore aujourd'hui. Il faut inventer un nouvel humanisme qui corresponde à notre nouvelle époque, qui est l'âge du numérique, l'âge de l'informatique. L'âge du numérique, c'est une révolution anthropologique profonde. Ce n'est plus l'âge du feu qui a été notre époque de prométhéenne, de l'homme homo fabricator, parce que le feu permet de forger, mais il détruit l'information. Tout ce qui brûle est détruit comme information, que ce soit des forêts, que ce soit n'importe quel objet. Or, nous sommes maintenant dans un âge de l'information, qui construit de l'information et qui la diffuse. C'est donc une révolution qui n'est plus de l'ordre de l'énergie, qu'est le feu, mais de l'ordre de l'information, qui est un échange humain fabriqué par nous et à un point extrême avec le code binaire. Donc, il nous faut inventer un techno-humanisme, un humanisme qui correspond à notre évolution anthropologique et ce qu'on va appeler le progrès de la technoscience. Nous sommes dans un environnement complètement nouveau et il faut repenser la place de l'être humain dans cette relation. Alors, au début des années, au tournant du millénaire, le moment où sont apparus ce qu'on a appelé le transhumanisme et le posthumanisme, qui sont des inventions britanniques et américaines, anglo-saxonnes, au fond d'ingénieurs en informatique
qui nous ont vus comme des futurs cyborgs heureux, avec des petits cocktails de nouvelles molécules synthétiques pour assurer notre survie, pour éviter la mort, pour assurer notre intelligence artificielle, notre mémoire artificielle, que nous devenions extrêmement puissants grâce à l'informatique. Et au-delà de l'intelligence physiologique humaine, ces prophétismes-là qui ont eu un grand succès médiatique depuis le début du XXIe siècle m'ont beaucoup irrité parce qu'ils étaient manifestement des pensées d'ingénieurs qui étaient des anti-humanismes. C'était un déshumanisme puisqu'on proposait de supprimer l'homme de carbone, devenu obsolescent et plein de défauts, de handicaps physiques, de handicaps mentaux, faisant des fautes majeures dans la gouverne de la planète, par un grand ordinateur central avec une intelligence artificielle qui serait de plus en plus perfectionnée et qui nous éviterait tous nos malheurs. Enfin, la fin de la guerre, la fin de la maladie, la disparition de la mort, etc. Trans et post-humanisme sont un petit peu différents. Le transhumanisme, c'est plutôt l'espèce d'hybridation de l'être humain et de la chair vive avec des cocktails biochimiques. Bon. Le post-humanisme, c'est carrément devenir des cyborgs. Et Ray Kurzweil, le grand ingénieur, d'ailleurs très très proche de Google, il faut bien le souligner, l'université de la singularité, c'est financé par Google. Bon. Il est devenu un des gourous de Google au point de vue utopique. Bon, ces utopies-là, je les ai trouvées très anti-humanistes puisqu'elles supposent que nous ne soyons plus nous-mêmes. Nous allons devenir des hybridations de circuits électroniques et de chimie, de biologie, où nous allons carrément transférer notre cerveau dans l'ordinateur. D'ailleurs, bizarrement, Ray Kurzweil rêvait du post-humanisme pour transférer le cerveau de son père, qui était mort et qu'il aimait beaucoup, le conserver, cryogéniser et le placer dans un grand ordinateur pour pouvoir reconstituer la conscience de son père. Donc derrière cette utopie barbare d'ingénieur, il y a une sensibilité d'un fils malheureux de la mort de son père. Il ne faut pas oublier cet aspect de fragilité qu'il y a dans la motivation de Ray Kurzweil. Toujours est-il que j'ai trouvé ces deux utopies des hallucinations. Je dis en mythanalyse, tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel, mais il faut bien choisir ces fabulations et éviter les hallucinations toxiques. Et donc, pour moi, il y a eu urgence de trouver un nouvel humanisme par rapport à l'humanisme traditionnel décrédibilisé, urgence de trouver un humanisme pour notre époque technoscientifique et urgence de proposer une alternative humaine, humaniste, à ces deux utopies toxiques que sont le trans et post-humanisme. Peut-être que j'ai répondu à tes deux questions d'une pierre deux coups. Oui, merci Hervé. Dans cette réflexion de fond sur l'âge hyperhumaniste, la pensée démarre donc en partie sur la perte de crédibilité de l'humanisme traditionnel, comme nous l'avons déjà souligné, et va clarifier la portée du respect de la nature et implicitement celui de l'homme, tout en reliant écologie et éthique planétaire. Donc, demande, comment tu conçois ainsi cette relation et les implications entre une conscience écologique planétaire et une conscience éthique planétaire? Je garde l'idée, quelle que soit l'importance de la technoscience contemporaine, qui est une révolution anthropologique, je garde la conscience naturellement de notre fragilité humaine, de petits animaux sur la planète, qui vivons dans un écosystème naturel depuis toujours et qui sommes en train de détruire cet écosystème, c'est-à-dire de nous tirer dans le pied. Et je suis très
très, comment pourrais-je dire, très impressionné par cette idée qu'ont développé des anthropologues contemporains, selon laquelle nous serions entrés dans un nouvel âge qu'ils appellent l'Anthropocène. L'Anthropocène, l'âge de l'homme, euh, par rapport à l'âge du feu, l'âge de la pierre et même l'âge du numérique, l'âge de l'homme, ce serait cette idée que les êtres humains transforment la nature plus vite et plus radicalement que la nature elle-même n'est capable de se transformer avec les facteurs naturels que sont la météorologie, la géologie et disons, tout l'équilibre des écosystèmes. Et nous avons bien vu que cet anthropocène est d'un orgueil démesuré et si c'est un espoir, il est toxique. Si c'est un constat, c'est un sonneur d'alarme. Nous devons prendre conscience que l'Anthropocène n'est pas la solution. Et nous l'avons vu d'une façon immédiate et urgente, à nouveau urgente, j'insiste beaucoup sur cette urgence, avec la pandémie de la COVID-19. Ce petit virus invisible apparu d'on ne sait pas très bien où, a réussi à mettre à plat toutes nos pensées traditionnelles, toutes nos gouvernances traditionnelles, nos relations intimes, personnelles avec les autres, en proximité, en un temps record, et nous sommes à peine encore capables de le contrôler. Nous en avons encore pour 1 an ou davantage, et il est possible qu'il mute et que nous ayons encore des problèmes à effet domino de pire en pire. Donc, il me semble que nous devons, à l'époque actuelle, reprendre conscience, ce qu'ont fait déjà des pionniers de l'écologie depuis au moins une génération, commencé par René Dumont, et nous devons reprendre conscience de l'importance de la nature et ne pas la nier ou ne pas l'exploiter d'une façon radicale comme l'Anthropocène le constate et l'admet. Ce respect de la nature, c'est le respect de nous-mêmes. Et respecter la nature, pour moi, c'est le premier pas de l'éthique que nous devons développer, qui est, pour moi, la clé de notre avenir. Autrement dit, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas la providence de la nature qui va nous faire évoluer aussi vite que nous le voudrions. Et la nature peut être très brutale, très, très létale. Au pied de l'Etna, cher Horatio Maria Valastro, tu le sais, tu es toujours sous la menace du réveil du volcan et des vieux mythes de la mythologie gréco-romaine, toujours actifs dans votre mémoire culturelle. Bon. Nous avons cherché une providence dans les esprits, avec la magie. Nous n'y croyons plus beaucoup selon la sorcellerie traditionnelle, qu'on va dire vaudou, africaine, indigène, mais il y avait une grande sagesse dans cet esprit parce qu'il y avait le respect de la nature, le respect de l'âme des animaux, des arbres, de la montagne, etc. Ça ne fonctionne plus dans notre actualité de civilisation urbaine technoscientifique. Même si nous allons nous ressourcer, chercher des sagesses chez nos amis autochtones. Bon. Nous savons que la providence divine nous conduit en enfer ou nous oblige à nous flageller pour éviter d'y aller, et nous n'y croyons plus beaucoup. Dieu est mort, Nietzsche l'a dit clairement, et nous l'avons beaucoup répété. Il y a encore beaucoup de croyants. C'est une providence qui est encore très répandue dans les cultures chrétiennes, c'est évident. Mais je suis profondément athée. Je ne crois pas du tout à cette fabulation de Dieu. Bon. Nous ne croyons pas non plus à la fabulation de l'économie libérale. Avec cette idéologie économiste, beaucoup de gens ont cru que nous allions assurer l'égalité, la fin de la pauvreté, une sorte de paradis qui est devenu la société de consommation. Et nous nous sommes bien rendus compte depuis que cette société de consommation
est un aquarium plein de requins et de prédateurs qui enrichissent d'une façon scandaleuse quelques-uns et qui laissent les autres sur le bord de la route et dans la pauvreté de plus en plus extrême. Il me semble que malgré les progrès globaux, parce que je crois au progrès, malgré les progrès globaux, il semble que actuellement les famines, la lutte pour l'eau potable, la lutte pour l'air qu'on peut respirer sans attraper un cancer, il me semble que la solution de l'économie libérale a fait long feu. Quant à la providence du communisme, il y a plus grand monde pour y croire. Bon. Et maintenant, la providence que nous propose le trans et le post-humanisme, c'est la technoscience numérique. Et il me semble qu'elle ne nous conduira pas, sauf quelques riches qui peuvent se payer des yachts et des cocktails de survie pérennes, elle n'est pas la solution miracle non plus. La seule solution miracle, c'est l'éthique, c'est-à-dire le progrès collectif de l'être humain et non pas le progrès de la science. Le progrès de la science est certain pour le meilleur et pour le pire, mais ce qui compte, c'est l'usage que nous en faisons. Si nous en faisons l'usage le pire, comme nous le faisons fréquemment, ça nous conduit à ce qu'on appelle beaucoup actuellement l'apocalypse. L'apocalypse, c'est un beau sujet de cinéma, de roman. Ça a beaucoup de succès dans la culture actuelle. C'est une hantise que nous avons, mais ce n'est certainement pas la solution humaine que nous pouvons espérer. Donc, il me semble qu'il faut reprendre les choses à la base. Le respect de la nature, c'est le respect de nous-mêmes. Apprendre à respecter la nature, apprendre le respect du droit des animaux, c'est déjà basique. Puis, dans le respect des droits des animaux, on peut passer au stade, je vais dire entre guillemets, au-dessus, qui est le respect du mammifère humain. Et cela, c'est un progrès énorme qui sera très, très lent. Nous savons que c'est très, très lent. Mais j'y crois parce que ne croire à rien n'est pas possible. Nous ne sommes pas capables de ne croire à rien, à moins d'être postmoderne, donc de ne croire plus à rien, et donc de tirer chacun son épingle du jeu quand on le peut, quand on est privilégié, ou de laisser les autres mourir d'une façon cynique. Ne plus croire au progrès, comme l'ont clamé les philosophes postmodernes, c'est une utopie létale. Et on ne peut pas simplement s'organiser chacun pour sa petite jouissance personnelle, alors qu'il y a des enjeux collectifs planétaires majeurs. Ça prend une gouverne. Cette gouverne, ça prend des valeurs. Quoi qu'en ait dit Jean-François Lyotard, quoi qu'en ait dit Baudrillard, quoi qu'en ait dit Michel Foucault, qui ne croyait plus à l'homme. Michel Foucault ne croyait plus à l'homme parce qu'au fond, il était mal dans sa peau. Pour dire les choses d'une façon rapide mais bien claire par rapport à Michel Foucault, qui a été un des plus grands vendeurs des éditions Gallimard, bon, avec les mots et les choses, etc. Cet homme-là était tellement mal dans sa peau parce qu'il était homosexuel, c'est que je respecte profondément, mais qu'il se sentait à son époque, à sa génération, pas accepté par les autres hommes. Il s'est mis à développer une biopolitique, une démystification du vocabulaire, de l'idéologie qui est dans la société, jusque dans les mots. Et il nous a dit que l'homme, ça n'avait jamais existé au fond. Mais il avait tellement de radicalisme violent dans son propos, très militant, très engagé. Il avait commencé par être communiste. Il est un homme qui voulait s'engager, qu'on se dit, au fond, ce négativisme était peut-être le signe qu'il croyait à un homme qui n'existait pas, mais qu'il aurait voulu qu'il existe et avec laquelle il aurait pu cohabiter d'une façon plus harmonieuse. Bon, nous sommes de toute façon dans cette situation où la solution, ce n'est pas le progrès de la technologie, ce n'est pas le progrès de ces vieilles idées-là, ce sont des idées nouvelles, c'est ce que j'ai mis en 4e page de couverture de mon livre, que l'éditeur a placé là, c'est que la clé de l'avenir de l'humanité, c'est le progrès collectif humain. Et c'est donc un progrès qui concerne la gouverne. Ce n'est plus le progrès individuel, chacun va sauver sa vie dans le paradis en faisant la charité aux autres.
Nous sommes collectivement responsables du petit vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre. Et nous avons maintenant une conscience planétaire. Tout ce qui se passe sur la planète nous concerne. C'est plus que l'effet papillon, c'est vraiment des questions de gouverne et donc de valeurs sur lesquelles il faut s'entendre. Et c'est beaucoup plus important, même si c'est beaucoup plus lent, que le progrès technoscientifique. C'est justement à partir de l'éthique que je vais continuer à te questionner davantage autour de l'humain, tout en soulignant une vision globale de la société et des relations humaines à saisir dans les passages de la fabulation théologique à la fabulation anthropologique, dans une transcendance éthique aux valeurs individuelles et sociales qui demeurent de ce monde. La méta-analyse est clarifiée ainsi par son principal postulat que tu viens de citer, en tant qu'attention à la volonté créatrice de l'humain et au choix que nous allons faire, comment nous allons choisir nos fabulations et comment nous allons éviter nos hallucinations. Ton ouvrage pose ainsi une question fondamentale à partir de la dimension éthique qui fait appel aux dimensions sociologiques et philosophiques. Peut-on croire en l'homme et en l'humanité? C'est la question que je te pose et à laquelle tu réponds dans cet ouvrage. Oui, j'y reviens. Nous ne pouvons pas ne croire à rien. Ce n'est pas suffisant de croire dans le miracle de la technoscience, ce n'est pas suffisant de croire dans le miracle de l'économie, ce n'est pas suffisant de croire dans le miracle de Dieu ou de la nature. Il faut donc que nous choisissions notre fabulation. Et un des fondements de ma pensée, c'est que si nous ne croyons pas en l'homme, je mets un H majuscule au mot homme, il n'y a pas de solution. C'est un autre tableau Quick Response QR que j'avais exposé dans mon exposition au Centre Pompidou à côté du code QR de l'hyperhumanisme. Ce sont des peintures. Je travaille beaucoup avec cette pratique artistique. Ce sont des peintures très traditionnelles, faites sur une toile tendue sur un châssis avec de la peinture acrylique, mais on peut les scanner avec un téléphone qu'on dit entre guillemets intelligent, et cela dit ce que je viens de dire. Il y a urgence de la pensée. Il faut croire en l'homme, et ça s'appelle l'hyperhumanisme. Et j'en ai fait une série comme ça qui sont, quand on les scanne, la nouvelle génération à mon exposition au Centre Pompidou aimait bien avec les téléphones scanner les peintures, et ça, elle les comprenait tout de suite. Bon. Et elle se sentait d'actualité avec cet art que je fais sociologique et numérique. Bon. Ces questions-là sont les questions de notre époque. Ce sont les questions auxquelles il faut que nous sachions donner des réponses. Et par exemple, la pandémie nous a fait prendre une conscience douloureuse du fait que nous sommes sur une planète. Nous sommes partie prenante de la même planète. Dans le même avion, et s'il n'y a pas de pilote, on va s'écraser ensemble. Dans le même bateau spatial, et s'il n'y a pas un orientateur, une carte pour dire quand on est, où on va, on ne trouvera pas de terrain d'atterrissage. Donc, nous sommes dans cette situation en suspens et de plus en plus dangereuse parce que nous ne pouvons plus accepter, le temps social s'est accéléré, nous ne pouvons plus accepter simplement la répétition. Et nous savons qu'il y a des divergences, nous savons qu'il y a des mutations, y compris du cerveau, nous savons qu'il y a des sauts dans l'inconnu. Et c'est disons, l'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Alors, cette conscience planétaire qui est pour moi une obsession, parce qu'elle est très déterminante, c'est une prise de conscience très importante et elle est complètement nouvelle.
nous avions toujours précédemment, dans la diversité des cultures, dans la diversité géopolitique, nous avions toujours une conscience individuelle de soi-même, de sa petite famille, de sa grande famille, de son village, de sa ville, de sa région, de son pays. Bon. On peut dire qu'au Québec, où je vis, nous avons une conscience de la différence du Québec par rapport aux autres provinces du Canada. Mais aujourd'hui, nous avons une conscience qui doit nécessairement trouver une conciliation entre la conscience locale et la conscience globale ou mondiale. Nous avons deux pôles dans notre conscience, le local et le global, l'individuel et le mondial. Ça, c'est vraiment la situation de conscience dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'est un peu comme une peinture impressionniste. Quand on s'approche avec la loupe ou même avec l'œil simplement d'une peinture impressionniste, on voit que des petites taches ou touches de peinture, chacune d'une couleur différente, juxtaposées. Et quand on s'éloigne, on voit le paysage, ou on voit le bouquet de fleurs ou le portrait. C'est un peu une métaphore pour parler de cette situation de conscience bipolaire dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et c'est très important. Et il me semble que par rapport à cette conscience planétaire, la technologie joue un rôle majeur parce que nous, avec les hyperliens numériques, nous sommes constamment, par la télévision, par l'Internet, par les plateformes sociales, nous sommes constamment informés de tout ce qui se passe de bien ou de mal sur la planète. Et surtout de ce qui se passe de mal. Le bien ne fait pas beaucoup les bonnes nouvelles, et comme si ça nous intéressait moins. Mais nous sommes scandalisés ou nous sommes perversement heureux, selon les cas, mais en tout cas, nous sommes dans une information planétaire grâce à la multiplication des hyperliens numériques. C'est pour ça que je parle d'un hyperhumanisme. Hyper pour plus d'humanisme et hyper parce que c'est par la multiplication des hyperliens que nous développons cette conscience planétaire en temps réel. Et je l'appelle donc une conscience augmentée parce que ce n'est pas une conscience collective. Je ne crois pas à l'intelligence collective. C'est simplement le fait que nous sommes connectés. Ce sont des consciences connectées par les hyperliens numériques à toutes les informations qui viennent des 5 continents. Alors ça, c'est la dimension planétaire. D'autre part, si je reviens dans cette écologie de la conscience bipolaire, mondiale, augmentée et individuelle. Toi-même, et là c'est moi qui vais inverser les rôles, Horacio, et te poser quelques questions, toi-même tu es parti d'une autre expérience, d'une autre démarche, non pas de la conscience, disons, technoscientifique, de l'impact des nouvelles technologies numériques d'information, des nouveaux médias sur notre conscience, mais à partir de l'autobiographie individuelle écrite. Dans tes ateliers d'écriture autobiographique, toi, tu parles de l'individu. Et j'aimerais bien que tu es parti donc de l'autre bout, du local, du très, très intime, même extrêmement intime. J'aimerais ça que tu répondes à ma question à mon tour. Pourquoi tu es parti de cette conscience individuelle intimiste et qu'est-ce que tu en as espéré, qu'est-ce que tu en espères, quel est le résultat que tu obtiens dans tes ateliers d'écriture autobiographique qui m'intéressent énormément? Alors, c'est à mon tour de répondre à une question. J'ai commencé, comme tu sais, il y a plusieurs années à m'intéresser à l'écriture autobiographique. Tout d'abord, c'est moi-même qui a eu des expériences de vie qui m'ont amené par l'écriture, à les revivre et à reprendre le fil de cette histoire de vie pour la réenchanter par rapport à mon présent et par rapport aux gens qui m'entourent et au monde. Et, et j'ai trouvé que l'écriture autobiographique devient aussi une sorte de miroir du monde.
depuis des années, à partir de mon expérience d'écriture, mais j'ai entrepris des ateliers d'écriture autobiographique ici en Sicile. Et je me rends compte de plus en plus que l'écriture autobiographique, comme je disais, c'est le miroir des angoisses de la société contemporaine. Elle manifeste l'expérience vivante des femmes et des hommes qui font appel à une autre demande aussi urgente comme celle que nous venons d'écouter à partir de tes réflexions sur cet ouvrage. Et c'est une demande d'urgence par rapport à un témoignage, à une réflexion, et nous revenons toujours sur l'être humain, sur la relation profonde que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres et le monde. Donc c'est par l'écriture que moi je découvre cette relation avec ta démarche à partir d'une intimité qui n'est pas tellement se retrancher dans soi-même, mais au contraire, c'est un défi pour chacun d'entre nous qui entreprend un chemin d'écriture de soi. C'est un défi pour sortir de soi et s'ouvrir aux autres et au monde. En fait, nous avons des doutes, des hésitations qui nous accompagnent. Et c'est à partir de ces doutes et hésitations qui prend forme esthétiquement notre vie, à partir de l'écriture. Mais c'est justement à partir de cette forme esthétique qui prend aussi forme cette urgence de se distancer d'une présence égoïque au monde. Et c'est dans l'attention de la création narrative qui nous permet aussi de réenchanter la vie et attendre une sérénité, si tu veux, dans une joie esthétique qui remet en cause notre parcours et même l'impermanence de la vie elle-même. Voilà. Donc, c'est en fait, nous allons nous retrouver dans cette démarche de conscience planétaire, éthique, et d'une conscience, disons, plutôt d'une nouvelle présence à soi poétique et dissidence parfois si on est en mesure d'assumer une distance par rapport à cette présence égoïque dans le monde que nous assumons le plus souvent à partir de nos habitudes, de notre manière de vivre au quotidien. Donc, c'est aussi une possibilité dissidente de vivre une autre présence à soi poétique qui est différente parfois d'une conscience ordinaire de notre vie quotidienne. Voilà. Oui, ça me paraît être très important pour beaucoup de raisons. Si tu permets, je vais faire un commentaire sur cette démarche et d'ailleurs sur ton prochain livre que j'ai eu le plaisir de lire en italien et qui m'a beaucoup éclairé sur ta démarche et que tu vas publier, je pense, dans l'année 2021. Cette démarche autobiographique que tu organises dans ces ateliers, c'est une sorte de pratique autobiographique individuelle et collective, parce que j'ai vu aussi que bon, il y a la démarche autobiographique qui est très individuelle, mais aussi la lecture à voix haute dans les ateliers, c'est aussi une écoute qu'on va chercher ou qu'on reçoit et où les différentes personnes peuvent s'écouter avec sensibilité. Toi, tu parles d'écoute sensible et qui les fait réfléchir. Je reprends ton mot de réflexion dans les deux sens du terme, de reflet,
et de pensée intimiste d'exploration. Il y a une chose qui est fondamentale dans ta démarche et que je veux vraiment souligner par rapport aux traditions psychanalytiques, aussi dissidentes qu'elles aient pu être. Et ça a été des champs de bataille, les explorations entre les théories psychanalytiques. Mais toi, tu as choisi l'écriture. Tu n'as pas choisi la profondeur de l'inconscient que nous proposait Freud, la cave malodorante où nous sommes invités à aller rechercher les monstres de notre biographie ou de nos sensations de jeunesse, nos traumatismes, pour les éclairer, en prendre conscience et nous en libérer. Mais en commençant par chercher longtemps, pendant des années éventuellement, quels sont ces monstres qui nous habitent, qui nous hantent et dont nous voulons nous libérer. Donc, tu n'as pas choisi une psychologie ou une psychanalyse de la profondeur. Tu n'as pas non plus choisi la psychanalyse lacanienne, qui, elle, est de la surface, qui est du langage, mais qui, en réalité, demeure orale. Le patient est sur le divan et parle spontanément, ou essaye de parler spontanément de sa cave, mais Lacan interprète ce qui est dit verbalement en fonction des structures du langage, qui est des médias sociaux, qui est donc la surface sociale de la pensée, de la conscience et de son expression langagière. Toi, tu proposes aux personnes intéressées, car quand on veut écrire une autobiographie, c'est qu'on a des choses à dire sur soi-même qui ont été inhabituelles, singulières, et qu'au fond, on veut éventuellement, premièrement, toute la vie que l'on raconte dans une autobiographie est liée au rapport qu'on a eu avec les autres, avec des événements sociaux, avec sa mère, son père, avec sa famille, avec son groupe social. Ce n'est pas une introspection où on va chercher comme les peintres abstraits, on va chercher des sensations très individuelles. Déjà, c'est du tissu social. Ce n'est pas une démarche d'approfondissement isolé, individuel. Dans l'autobiographie, on est dans du tissu social, par l'utilisation de l'écriture, mais aussi parce que ça correspond à la mémoire de l'autobiographie. Toi, tu vas chercher non pas dans l'espace en profondeur ou de surface, mais dans le temps, dans la mémoire. Et cette mémoire, elle incite à faire réapparaître avec des mots, donc en choisissant des mots, c'est-à-dire en développant une conscience des choses dont nous parlons, elle va chercher des traumatismes ou des événements dans la biographie. Et éventuellement, elle va chercher des alternatives, ce que tu appelles des dissidences poétiques. Elle va chercher dans le choix des mots des manières possiblement diverses de dire ces choses-là. Et pas seulement de les dire avec une sorte de, on va dire de désir de reproduire, de dire exactement, mais de dire autrement et peut-être même d'espérer une biographie différente à l'avenir. Donc, il y a dans ce travail de mémoire écrite, il y a nécessairement une projection dans l'image qu'on se donne à soi-même de son passé ou dans l'image que l'on donne aux autres de son passé et dans l'image de ce que l'on voudrait vivre. Et là, dans le tissu social où on se rencontre soi-même, effectivement, on peut diverger, se mettre en dissidence avec ce qu'on a vécu ou avec ce que la vie nous promettrait si on continuait à se soumettre à sa normalité toxique pour rêver poétiquement d'une autre vie, avec d'autres personnes avec lesquelles on va développer d'autres relations qui ne sont pas simplement des vibrations névrotiques de concurrence, de compétition, de haine ou de désir plus ou moins toxique, mais qui va être de vivre dans une harmonie possible. Autrement dit, comme tu m'as dit une fois, ne pas être réaliste, intelligent en décrivant le monde tel qu'il est,
mais être poète créatif de soi-même dans le monde tel qu'il pourrait être, un autre monde alternatif. Et là, tu vas rejoindre cette utopie hyper-humaniste dont je parlais moi-même, en prenant les choses à l'autre bout, dans la psyché intime, et non pas dans l'information des hyperliens numériques, mais finalement se retrouver dans le rêve utopique d'une autre société, qui soit une société où il y ait un progrès collectif basé sur l'empathie, le respect des autres, l'amour des autres, et ce qu'on donne et ce qu'on reçoit au niveau de l'amour. Ce qui fait que il me semble, quand j'avais lu ton livre précédent, mais celui-là, je viens de terminer de le lire, il me semble que nous nous retrouvons dans ce rêve utopique d'un autre monde plus humain, un nouvel humanisme. Et ce nouvel humanisme, c'est aussi pour moi la seule solution. Si je suis guéri de mes traumatismes freudiens, ou bien, on va même pas parler de Jung parce que ça nous emmènerait sur d'autres perspectives où j'aurais trop de choses négatives à dire aussi, comme par rapport à Freud. En fouillant, en touillant dans nos malheurs, nous ne nous mettons pas dans une dissidence poétique d'une alternance vers laquelle on pourrait se développer, s'engager. Nous essayons de mettre des pansements sur des malheurs. Nous ne sommes pas en train de nous penser dans une alternative de nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de nous penser dans une alternative de nos rapports aux autres et du monde tel qu'il pourrait être. Et nous sommes deux utopistes. Mais je crois que je préfère cette utopie, finalement hyper-humaniste, de conscientisation, à l'utopie biochimique transhumaniste ou à l'utopie informaticienne du post-humanisme. Nous sommes dans la fragilité de la nature, de la conscience humaine, des relations intersubjectives entre les gens et la fragilité du rêve de la transcendance que nous pourrions développer de nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai été très fasciné par cette rencontre que j'ai perçue depuis des années, depuis quelques années que nous nous connaissons, que nous avons pu le penser ensemble aussi dans ce colloque sur la mythanalyse de l'insularité, parce que toi qui es sicilien, dans cette île, tu es en même temps dans un écosystème de conscience régressive de l'individu isolé au milieu de la mer et en même temps dans le désir du voyage maritime vers le continent, vers d'autres terres. Et il me semble que cette position insulaire d'un Sicilien a pu aussi déterminer, indépendamment de ton cheminement biographique personnel, a pu déterminer, au-delà de toi-même, cette posture des ateliers d'écriture autobiographique que tu as développée. Et là, j'y vois une pratique thérapeutique. Et je vais finir là-dessus, sur cette question, parce que ma pratique thérapeutique à moi, du point de vue de la mythanalyse que nous partageons de plus en plus, c'est que en explorant, en identifiant, en déchiffrant nos mythes actuels, je parle bien de nos mythes actuels, nous découvrons les imaginaires collectifs qui nous déterminent, qui légitiment nos valeurs actuelles et nos utopies, ou bien notre pensée, notre évaluation du passé. Nous sommes toujours dans une fabulation. Cette fabulation, elle est collective dans la mythanalyse, mais elle est aussi individuelle dans chacun de nous. Et ça me paraît fondamental dans ta démarche, parce que ta démarche est enracinée dans la psyché individuelle. Et ma démarche à moi est liée à quelque chose qui nous est quand même de plus en plus intime, mais qui demeure quand même une instrumentalisation de nos modes de communication. Mais il me semble que nous sommes au même diapason d'un côté et de l'autre. Et quand je dis
la mythanalyse est très impuissante dans sa thérapie, parce que c'est une thérapie collective. Je ne peux pas mettre la société sur le divan, même si ça a été le titre d'un de mes livres, c'était justement pour me poser cette question. Mais pour changer la société, un des postulats de la mythanalyse, c'est qu'il faut changer les imaginaires collectifs. Il faut changer les mythes. Le mythe nazi était un mythe toxique qui a été très efficace, très, très prédateur, très destructeur. Bon. Le mythe de l'hyperhumanisme, de la conscience planétaire augmentée, c'est un mythe, mais qui est porteur d'espoir et qui ne peut pas faire de mal à personne. Tandis que le mythe fasciste ou le mythe technoscientifique ou le mythe économique ou le mythe déiste, ça peut faire très, très, très mal à beaucoup de gens. Ça peut détruire. Ce sont des mythes qui peuvent être prédateurs, ils peuvent être porteurs. Je ne parle pas du nazisme, mais je parle du christianisme. Le christianisme a été porteur de progrès humain collectif. Il a été en même temps un mythe extrêmement toxique. La Saint-Barthélemy, le massacre des protestants, l'Inquisition, ce ne sont pas des choses qu'on voit dans l'intégrisme actuel islamique. Ce ne sont pas des choses qui sont dont on peut être fier comme des progrès humains collectifs. Alors, à cet égard, ta thérapie à toi et celle que tu proposes dans tes ateliers d'écriture autobiographique est très individuelle et en même temps en regard croisé avec les autres membres des ateliers et avec soi-même. Et mon idée de changer les mythes de la société, bien entendu, c'est arrivé souvent. Mais c'est sûr que Marx a changé des mythes sociaux avec le communisme. C'est sûr que Hitler a changé des mythes sociaux avec le communisme. C'est sûr aussi que Gandhi, Mandela, Luther King ont été des fabulateurs qui ont rêvé d'un autre monde dans des systèmes sociaux infernaux. Ils ont été capables de changer le monde. Ils ont été capables d'être efficaces dans le monde réel, mais ce sont des exceptions. Même le Christ, on peut dire que je devrais le mettre parmi ces hommes politiques, ces utopistes. Ils ont changé le monde. Bon, le Christ pour le meilleur et pour le pire, mais disons que ce sont les hommes qui l'ont dévoyé le christianisme. Bon. Euh, Mandela, on peut pas le dévoyer. Luther King, on peut pas le dévoyer. Quand Gandhi, on peut pas le dévoyer. Les gens ont détruit éventuellement son œuvre, mais ce sont des utopies qui sont inattaquables, dont un usage toxique ne peut pas être fait. On ne peut pas faire un usage toxique du rêve de Martin Luther King. On ne peut pas faire un usage toxique du rêve de Mandela. Ce sont des fabulations transformatrices du monde. John Lennon a chanté aussi l'amour. Comme chanteur, il a été très écouté, très, très admiré, il a eu une grande influence, mais il n'a pas eu le pouvoir politique de Gandhi, de Luther King, etc. Ce sont à mon avis les vraies questions, parce que faire de la théorie pour faire de la théorie, c'est une satisfaction, on va dire, quasiment métaphysique. Mais il faut trouver un mode d'engagement dans lequel on s'inscrit soi-même pour se changer soi-même en changeant les autres et un petit peu peut-être aider, contribuer à changer la planète, l'humanité, en se changeant soi-même. Oui, Hervé, c'est incroyable que depuis notre rencontre, nous avons trouvé et découvert un chemin commun, hein, en partant des pôles opposés. Euh, et en fait, moi, si je repense à ce parcours d'expérience concrète que je euh, réalise depuis des années ici en Sicile, euh, c'est surtout
en partant des histoires de vie qui nous sont racontées et sont écrites dans les ateliers que je conduis, mais aussi par rapport à notre prix sicilien, mais ouvert à tout le monde, que nous avons aussi hospité lors de ce colloque international que nous avons réalisé ici en Sicile, celui que tu as cité sur l'insularité. Nous avons pu accueillir la 4e édition du prix Rinakia, que c'est le nom attribué par les poèmes homériques à l'île du Soleil et que nous reconnaissons avec l'île de la Sicile. Et c'est par ce prix aussi que pas seulement les Siciliens, mais tout le monde qui a habité, qui a voyagé, qui a eu des expériences de vie en Sicile, nous a offert, nous a fait don d'autobiographie, de biographies, et que nous avons eu la possibilité d'écouter ensemble lors de ce colloque. Et cette histoire de vie, c'est vrai qu'elle nous montre des expériences qui sont orientées et qui orientent la manifestation de nos émotions, la façon même dont nous imaginons le monde. Comme nous avons peur, comme nous sommes confiants, ou nous sommes intolérants, en harmonie ou en contraste avec les corps sociaux et l'imaginaire collectif dominant d'une époque. Mais aussi nous montre la possibilité d'écrire un autre mythe, d'écrire de façon nouvelle, renoncer de manière dissidente poétique à cet autocentrage égoïque instillé culturellement et aspiré par les modèles héroïques du sacrifice et de rédemption. Donc, c'est par ces bouleversements du mythe, par exemple, du héros, de l'auteur qui devient l'héros de son récit, de son écriture, et qui ici est revisité de fond en comble par ses expériences, par ses écritures. Toujours dans l'impasse de cette possibilité. La transformation du sens de notre regard sur soi et sur le monde, sur la dimension vécue et collective, qui c'est aussi une conscience du mythe, et que cette poétique contemporaine de la dissidence essaie d'établir donc une possibilité d'un rapport de liberté qui s'ouvre à la compréhension de l'expérience et au lien avec soi-même et le monde. Une compréhension qui n'est pas indifférente à soi-même et aux autres. Et c'est toujours dans cette démarche que les auteurs essaient de se libérer ou sont conscients d'être dans, dans cette impasse de libération, si l'on veut dire. Merci Horacio d'avoir répondu à ma question. L'intervieweur interviewé, ça fait partie, à mon sens, de notre conception partagée d'un hyperhumanisme actif et engagé. Et le dernier mot était donc pour toi. Merci Hervé. Et je rappelle, comme nous avons fait depuis le début, les titres de ton ouvrage, L'âge hyperhumaniste pour une éthique planétaire aux éditions de l'Aube. Merci. Ciao. 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 Ciao.